Médiacratie s'installe chez vous. Madame, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Naturellement, merci d'avoir choisi Cam10 TV pour cet échange ce soir. On parlera de notre pays, le Cameroun. Nous ouvrons cette émission ce soir par le gouvernement de la République. Donc, on attend un éventuel remaniement depuis plusieurs mois, ce qui tarde à arriver. Mais entre-temps, est-ce que dans les administrations publiques, au niveau des différents ministères, est-ce que les services sont véritablement faits comme cela devrait l'être? Est-ce qu'au niveau des différents membres du gouvernement de la République, il y a la sérénité? On essaiera de mettre un accent particulier sur les forces et les faiblesses de ce gouvernement de la République, même si d'aucuns pensent que ce remaniement peut avoir lieu d'un moment à l'autre. Est-ce qu'il y a la sérénité auprès de ces personnalités? On essaiera à travers quelques exemples de comprendre de quoi il est question dans cette émission ce soir. On ira parler de la décentralisation au Cameroun. C'est la deuxième thématique de cette tranche d'antenne à la faveur des élections régionales qui se sont tenues au Cameroun il y a quelques semaines. Est-ce qu'on a beaucoup avancé? Est-ce que de manière significative dans nos localités, la décentralisation en elle-même, depuis quelques temps, on parle de transfert de compétences à ces collectivités territoriales-là? Est-ce que c'est effectif lorsqu'on sait encore qu'au niveau des communes, il y a un transfert pratiquement de 15% de ressources enclenchées par la loi au Cameroun? Est-ce que les collectivités travaillent véritablement et quelle est donc la valeur ajoutée de cette décentralisation depuis quelques temps? On s'en se vend de liberté au Cameroun. Madame, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi Cam10 TV. Pour nous accompagner ce soir dans cette émission, j'accueille Fabien Sigana, c'est le président du MOREP. Bonsoir, président, et bienvenue. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci bien d'avoir répondu, président, à cette invitation. C'est un échange autour des questions au Cameroun. Comment se porte votre formation politique? Nous, en ce moment, on est en train de vouloir se relancer pour 2025 et nous allons à pas de tortue. Et quels sont les grands enjeux autour de vos initiatives? Est-ce que vous allez véritablement promettre des choses aux Camerounais que vous allez réaliser en 2025 forcément? Mais entre-temps, quelle a été l'actualité phare de votre formation politique ces derniers temps? Non, ces derniers temps, ce qu'on est en train de faire, c'est occuper le terrain. Et occuper le terrain, c'est, comme on dit, le faire d'une autre manière. On n'est pas là pour les installations des comités de base et tout ça là, mais nous faisons des actions et en même temps, nous essayons de mettre sur place des gens capables d'animer le parti dans les différentes parties du Cameroun. Pas obligatoirement les comités de base, les cellules et tout ça. Là, moi, je ne crois pas à ce genre de militantisme, surtout au Cameroun. Vous voulez un militantisme de proximité, un militantisme qui met au cœur de l'action même le besoin fondamental. Non, nous, on n'est pas tellement pour le militantisme au mouvement républicain. Nous, ce qu'on veut, c'est convoyer notre message. Et tout ce qu'on cherche maintenant, c'est ceux qui sont capables de convoyer le message, notre projet, comme on appelle ça le projet de société. C'est ça que nous faisons, pas tellement pour avoir des militants. Et dans votre projet de société, peut-être c'est par là qu'on terminera sur la question interne de votre formation politique. Quel est l'angle important? Est-ce que sur le plan social, qu'allez-vous réaliser? Est-ce que vous avez promis des routes, des ponts et chaussées, l'école, qu'elle sera gratuite véritablement pour tous les Camerounais, qu'on ne paie plus l'université? Qu'est-ce qui est comme projet fort dans votre formation au niveau du mouvement républicain? Je veux dire que tout ça, c'est tout le monde qui promet ça. Il y en a qui promettent même de bâtir les rivières. Bon, nous, on n'est pas à ce niveau-là. Nous allons dans du concret. Il y a des éléments forts chez nous parce qu'on ne peut pas développer un pays sans rigueur. Le président Biya est venu avec rigueur et moralisation. Mais il n'a pas tenu, ou ces gens n'ont pas tenu compte de ça. Ils ont même oublié maintenant, c'est les grandes ambitions, les grandes réalisations. Personne ne parle plus de la rigueur. Parce que si nous, il arrivait qu'on vient au pouvoir, on revient à la rigueur et à la moralisation. Parce qu'il faut que les Camerounais reviennent à cette rigueur-là, à cette honnêteté, à cette intelligence. C'est-à-dire qu'ils aient le sens de la nation, qu'ils arrêtent de dire que le gouvernement a fait ceci, n'a pas fait cela, qu'ils disent que toi-même tu as fait quoi. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, il faut une indépendance réelle du Cameroun en commençant par les outils, tels que la monnaie. Parce que moi, président, je vais à l'Assemblée parce que la loi de 73 l'autorise. Je vais à l'Assemblée, je demande qu'on se retire du franc CFA. Et maintenant, on commence les négociations avec la France pour les modalités de retrait. Ce n'est pas à la France à nous dire ce qu'il faut faire et tout ça. Là. Donc voilà, non seulement qu'il faut pour le pays, parce que quand vous avez la rigueur et la moralisation, le reste marche. Et maintenant, pour avoir donc les outils pour être indépendant, il faut donc prendre soi-même ses propres outils, tels que la monnaie qui est l'élément essentiel pour les rapports avec l'extérieur.
Et vous pensez d'ailleurs que c'est un pan assez intéressant, parce que si on n'est pas indépendant, si on ne peut pas battre sa propre monnaie, ça devient véritablement un souci. Peut-être c'est l'avantage que... Exactement, prenez le cas. Ceux qui utilisent la petite monnaie, allez au quartier là, vous voulez acheter les arachides, vous avez 100 francs, vous voulez acheter pour 25 francs, il n'y a pas la monnaie. Et voilà, vous repartez avec vos 25 francs qui auraient pu aider la commerçante des arachides. Vous comprenez? Or, si on battait notre propre monnaie, déjà ces gens-là n'auront plus ces problèmes-là. Parce qu'à la chamalière, on frappe l'argent tous les 2 ans et on décide soit le nombre de billets, c'est les billets, les 10 000 ou les 5 000, ceci, c'est eux qui décident là-bas. Et ils nous apportent, et ils font exprès qu'on a toujours ces problèmes de monnaie. Sans oublier aussi qu'on me dit, je ne sais pas, c'est pas avéré, je n'ai pas de preuve qu'il y a un commerce même des pièces, par exemple. Et pour combattre le commerce des pièces, on annule tout simplement, il n'y a plus de pièces. D'abord, la pièce coûte plus cher que le billet. Donc même s'il faut des billets de 50 francs, pourquoi pas? Comme avant, il y avait des billets de 50 francs. Merci Fabien Sigana. Je voulais ajouter une information à votre suite relativement, une information en économie. On va parler du chef de l'État nigérian. Revenons sur la monnaie africaine, d'ailleurs qui a déclaré à Addis Abeba ce jour, parlant de cet engagement. Il dit tant que les 5 conditions ne sont pas réunies, donc on ne peut pas adapter tout ce qu'on voudrait comme condition pour mettre en place l'éco, cette monnaie qui se voudrait africaine. Il dit d'abord 1, aucun prélèvement et aucun dépôt au trésor français des devises des pays de la zone éco. 2, pas d'intermédiaire dans la convertibilité entre l'éco et l'euro et le dollar aussi. 3, la CEDEAO doit gérer elle-même l'éco de façon souveraine. Et puis en 4e position, il dit l'éco doit être convertible avec toutes les monnaies du monde. Et puis la 5e proposition du chef de l'État nigérien, Muhammadu Buhari, qui dit l'éco doit être imprimé en Afrique et non pas en France. Donc ce n'est que dans ces conditions qu'on peut espérer avoir une monnaie respectable pour le continent africain. Merci. Si vous permettez, je dis juste un petit mot à ce niveau-là. Moi, je crois qu'il est un peu à côté. Parce que quand vous dites vous faites votre monnaie, vous ne vous occupez plus de l'autre. Quand je dis que si je suis président, je quitte le franc CFA, je ne dis plus qu'il ne faut plus que notre monnaie ne soit plus battue en France et ceci. Quand je dis que je pars, je pars. Il n'y a plus de conditions que la France ne doit plus être là où elle doit être là. Ça veut dire qu'il reste dans l'optique, c'est-à-dire dans l'esprit du colonisé que la France ne doit pas. Mais quand vous dites vous quittez, et puis c'est tout. Peut-être parce qu'il fait une fixation. Ils se font une fixation de la France. Pourquoi on ne peut pas... Mais je crois que c'est sans objet ce qu'il a dit. Merci. En tout cas, c'est la réaction du chef de l'État, oui. La République fédérale du Nigeria. Merci d'être avec nous, président du mouvement républicain, Fabien Sigana. Un autre invité nous a rejoint dans ce studio, Elvis Vogo, du comité central du RDPC au Cameroun. Bonsoir et bienvenue, Elvis. Bonsoir Serge, bonsoir aux téléspectateurs que nous suivent actuellement et je suis heureux d'être là avec vous. Merci bien. On sait que ça se bouscule au sein de la formation politique du RDPC avec les réunions du jeudi habituellement qui permettent de revoir la stratégie, communication et implémentation sur le terrain du RDPC. C'est ça la dernière actualité en ce moment au sein de votre formation politique? Bon, pas forcément. Bon, c'est vrai que certains journaux annoncent déjà des dates pour un congrès qui arriverait, mais bon, tant qu'officiellement nous n'avons pas annoncé quelque chose, ce n'est pas fait. Mais ce qui est sûr, c'est quoi? C'est que le discours du chef de l'État au sujet de la transition générationnelle va être appliqué au sein du RDPC d'abord, pour montrer l'exemple. Et c'est ça qui se travaille d'abord en interne. Et ensuite, le résultat des travaux sera connu au moment opportun. Merci bien, merci. Je suis avec vous sur l'actualité. On va parler tout de suite de notre première thématique qui nous intéresse ce soir avec le grand public. Nous reviendrons sur ce fait assez intéressant. On parle du gouvernement de la République depuis quelque temps. C'est vrai que ça fait un peu jaser de partout. Donc on attendait qu'après les dernières élections dans notre pays, les régionales, qu'on ait tout de même un vent de ce que les choses pourraient changer. Mais depuis lors, c'est le statu quo général pour certains observateurs de la scène politique au Cameroun. On n'a pas de nouveau gouvernement, on a les mêmes ministres qui sont là, d'autant plus que dans la même sphère gouvernementale, il y en a qui sont là depuis 10-15 ans aux affaires. Fondamentalement, il n'y a pas une nouvelle initiative qui est prise. À votre avis, est-ce que le gouvernement qui est en place aujourd'hui est véritablement serein? Est-ce qu'il y a lieu de penser que le chef de l'État devait procéder à un remaniement à tout moment?
À ce niveau, je crois que depuis plusieurs semaines déjà, on assiste très souvent à des décrets qui portent nomination au niveau de plusieurs ministères. En fait, c'est ça qui permet de régénérer l'action gouvernementale. Ce sont les équipes. Bon, maintenant, si des personnes veulent absolument voir des têtes d'affiche changer au niveau des têtes des ministères, ça n'engage que ces personnes-là. Le chef de l'État décidera au moment opportun comment et quand changer son équipe qui l'accompagne. Il est satisfait du travail accompli jusqu'aujourd'hui parce que c'est cette équipe qui lui a permis jusqu'à présent de garder le cap, de surmonter les difficultés économiques que le Cameroun a traversées avec succès parce qu'on voyait le pire, on nous présentait le pire. C'est cette équipe qui a permis cela. Cette équipe également a travaillé pour nous permettre de nous tenir en équilibre stable durant la crise du corona qui n'est pas encore finie aujourd'hui. C'est cette équipe également qui nous a conduit avec lors du dernier Chan qui est passé, qui a été célébré par le monde entier. Donc le président pour le moment est satisfait du travail accompli. Vous pensez qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, même comme d'aucuns avaient pensé qu'au lendemain des élections, on devait quand même avoir une nouvelle configuration. Ça fait plus d'1 an quand même, disons 2 ans par là, que le gouvernement en place persiste. Et je veux dire, il est toujours aux affaires, il n'y a pas eu un certain remaniement. Hein. Donc ça veut dire tout de même que les Camerounais doivent rester sereins et que le temps du chef de l'État n'est pas le temps de monsieur tout le monde. Oui, je ne crois pas. Le temps d'un gouvernement, le gouvernement n'a pas un mandat précis où on va dire qu'après 6 mois ou après 2 ans ou après 3 ans, on a changé un gouvernement. Le gouvernement n'est pas... C'est le président de la République qui a un mandat. Et maintenant, durant son mandat, il a la latitude de mettre les hommes qu'il veut durant le nombre d'années qu'il veut à la place, tant que les intérêts de la nation sont saufs. Et c'est à lui maintenant de savoir faire les ajustements qui sont possibles. Et comme je le dis, en termes, certaines personnes veulent peut-être une régénération. Et comme je le dis, les ministres, c'est vrai, portent la tête des affaires. Ce sont eux qui sont responsables directement auprès du président. Mais ce n'est pas toujours eux seuls qui travaillent au sein des ministères. Et nous avons vu tout au long, depuis le début, depuis peut-être 6 mois, il y a une succession de transformations, de mutations au niveau des ministères, que ce soit au niveau des secrétariats et des postes de directeurs assez importants. Donc c'est le signe qu'il n'y a pas cette stagnation que les gens pourraient croire. Au concret, il y a une mouvance. Et maintenant, qui sait? Là, maintenant, je m'aventure dans une zone, dans l'inconnu, enfin plongeant dans l'inconnu. Qui sait si tout cela n'est pas le processus qu'il fallait faire au préalable avant de changer peut-être des personnes à la tête des ministères. Merci. Et d'aucuns pensent que ces derniers temps, quand même, avant de revenir au président du mouvement républicain, d'aucuns pensent que les ministres ne sont plus trop présents dans leur bureau et qu'ils font des affaires ailleurs et que les axes principaux autour desquels ils interviennent, généralement, ils vous donnent rendez-vous pour les affaires particulières, même si ça concerne le ministère, dans leur bureau, donc dans leur second bureau, dans la ville, mais que dans le ministère, généralement, quand vous entrez dans le bureau d'un ministre, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand document parce qu'on sait qu'à tout moment, ça peut bouger. Est-ce que c'est le cas en ce moment? Bon, je ne connais pas tous les ministres, mais je peux citer quelques ministres où on a eu l'occasion de faire des audiences. Le ministre des Transports, quand vous arrivez chez lui, je crois qu'il est même au boulot, au four, au moulin. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, il est là. Donc, à partir de ce que j'ai vu, des expériences que j'ai pu voir, bon, je peux dire que je ne vois pas pourquoi cette idée j'aimerais, parce que les ministres même savent qu'ils sont au service de la nation pour un certain temps. Donc, je ne vois pas pourquoi. Ce n'est pas, comment on peut dire, une décision inattendue qu'il se retrouve qu'on puisse les mettre de côté dans le gouvernement. Donc, au moment où on vous nomme, vous savez qu'il y a un moment où vous allez être remplacé. Donc, il n'y a pas une crainte particulière, selon moi, à cela. Merci Elvis pour cette réaction sur les propositions ou alors peut-être le regard que l'on porte sur le gouvernement de la République. Donc en attendant, Fabien Zigana, c'est devenu une sorte de rituel dans les bureaux administratifs. Un peu partout, vous trouvez tout le monde est scotché, 13h.
15 heures, voire 17 heures, pour voir s'il y aurait un éventuel remaniement ou alors des décrets signés du chef de l'État. Pourtant, naturellement, certains membres du gouvernement, soit d'autres qui ont été reconduits, d'autres qui prennent donc fonction. Le décret étant attendu relativement à ce remaniement ministériel. Pour certains observateurs politiques, ça tarde, à votre avis. Est-ce qu'on devrait rester avec un gouvernement pendant longtemps? Est-ce qu'il y a un timing, à votre avis, qui soit imparti à la durée d'un gouvernement, le temps peut-être de se régénérer, le temps de faire de nouvelles propositions, parce qu'on a au gouvernement au Cameroun, il y a des membres qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans dans les ministères, ce sont les mêmes ministres, mais est-ce qu'il n'y a pas lieu de penser qu'un remaniement serait peut-être le bienvenu? Ou alors un réaménagement du gouvernement? Bien d'en face, mon copanéliste, il est du RDPC, il est mieux placé que moi de ce côté-là. Mais moi, c'est que, comme réaction, je veux d'abord dire que c'est un non-événement pour moi. Parce que ils se sont mis dans la tête là-bas au RDPC que dès que vous êtes nommé, c'est la mangeoire. Et quand on vous enlève, vous n'êtes plus à la mangeoire. C'est en fait ça. Parce que dans beaucoup de pays, dans la plupart des pays même, moi, je connais des ministres au Cameroun qui étaient dans un bar. Et puis, on lui dit, mais on vient de te nommer ministre. Moi, je sais que pour être nommé ministre, le président vous confie une tâche. On n'a plus besoin de très hautes instructions. Or, ici, tous les jours, tout le monde attend dans son bureau les très hautes instructions. Parce qu'il ne sait même pas pourquoi on l'a nommé, quelle est sa mission. Il attend, des instructions, signer tel papier, j'ai signé. Vous avez vu le cas, voilà le ministre des Sports, qui a voulu faire fonctionner la décision du CAS vis-à-vis de la LFC, c'est-à-dire la LFPC et tout ça là. Non, il y a des très hautes instructions qui disent que monsieur, donnez ça à moi, pas à moi, mais C'est du Mbombo Njoya. C'est du Mbombo Njoya. Et il y a un ministre qui nomme même maintenant, moi, c'est la une dans mondiale, c'est-à-dire un ministre de l'administration territoriale qui nomme un président de la FECAFOOT. Bon, moi, j'avais jamais entendu ça, c'est la première fois que je l'entends. Vous voyez? Donc, c'est toujours les très hautes instructions. Donc, il est normal que chaque fois qu'il y a peut-être des élections, on se dit que il y aura un mouvement, chacun se met déjà à trembler. Parce que moi, si je suis ministre aujourd'hui, si Paul Biya m'appelle aujourd'hui, il y a un prochain gouvernement, il me dit, je dis d'abord, qu'est-ce que tu attends de moi? Il me dit, voici ce que j'attends de toi. Et sur la base du programme que lui-même il y a un cahier de charge bien défini. Il y a un cahier de charge bien défini, je n'attends aucune très haute instruction. Je vais par rapport au cahier de charge. Et si lui, il constate que je ne suis pas le cahier de charge, il est livré. Ce n'est pas une histoire que je suis ministre, j'ai des avantages liés au poste et tout ça là. Or, eux, aujourd'hui, là, au RDPC, c'est des avantages liés au poste, c'est-à-dire article 3. C'est ça qui est plus important que la nomination, même où on t'a dit de servir la nation. Ils ne le font pas. Donc c'est pour ça qu'ils tremblent quand ils se disent que c'est sur le point de finir. Et surtout qu'il gonflait au quartier là. Maintenant, il va marcher sans garder du corps, lui-même il ouvre sa portière et tout ça là. C'est un peu ça. Et c'est ça qui est très dommage, surtout à l'âge ici où le président Biya a besoin vraiment de vrais collaborateurs, pas des gens qui attendent les très hautes instructions. Est-ce que ce n'est pas légitime? Et quelque part même, je commence à me poser les questions sur ces très hautes instructions. D'habitude, quand il y a une très haute instruction, même si vous avez un dossier maintenant qu'il doit être visé à la présidence, il y a un visa de la présidence. Et théoriquement, quand il y a très haute instruction, il devrait avoir un visa du président de la République lui-même. Il ne faut pas seulement qu'on nous dise que le président a dit quelle est la preuve. Il n'y a aucune preuve, parce que moi je ne crois même pas à ces gens-là. Voilà qui est clair. Elvis Vogo, c'est vrai que c'est une réaction tout de même qui permet de réfléchir davantage. Mais est-ce que dans ce que le président du MOAP a indiqué, parce qu'il estime que les cahiers de charges peut-être forcément sont définis, mais on va toujours au-delà en rendant une information ou une instruction sur haute directive du chef de l'État. Est-ce que les ministres ne sont pas indépendants au Cameroun? Ne peuvent-ils pas décider dans leur département ministériel pour le bien des Camerounais? Les ministres rendent des décisions de façon indépendante tous les jours, selon un cahier de charges défini par le président de la République. Mais ça n'empêche pas que sur certaines décisions, comme lui-même venait de dire, que si le président voit que veut mettre un ajustement, le président a le droit il faut que ça soit dans le droit. Oui, il a le droit. Un ministre de l'administration territoriale ne peut pas recevoir des très hautes instructions pour nommer un président de la FECAFOOT. Le président de la République, maintenant, en fonction de certaines parce que c'est lui qui a reçu le mandat du peuple, maintenant a le droit à certains moments de revisiter l'action gouvernementale sur certains points. Maintenant, je vais aller un peu plus loin en disant, très souvent, un remaniement ministériel s'opère quand on se recouvre qu'il y a quelque chose qui n'a pas... La politique, quand un président se recouvre que sa politique, sur certains points, n'a pas marché.
n'a pas marché. Et là, maintenant, il doit faire des ajustements. Le président, aujourd'hui, il a eu une succession d'élections qui se sont passées dernièrement, qui ont vu son parti, le RDPC, aller de victoire en victoire. Ça le conforte. Mais est-ce que cela justifie... Attendez, je termine. Ça signifie quoi? Ça le conforte. Ce sont des pistes de réflexion que je lance. Ça le conforte dans sa position de dire que là, ce que le gouvernement met en place, le peuple l'a validé et l'a sanctionné au niveau des urnes. C'est une explication qui est plausible. Parce que quand on le voit dans les autres pays, quand il y a un chamboulement au niveau du gouvernement, c'est très souvent à la suite d'un échec au niveau des élections. Et là maintenant, quand vous avez un échec électoral, vous êtes obligé de vous remettre en question. Et là, vous essayez de voir par tous les moyens ce qui ne va pas. Et là, très souvent, on se retrouve à couper des têtes à gauche et à droite. Maintenant, si le président, lui, au RDPC, a vu, il a eu du succès, comme on dit souvent, on ne change pas l'équipe qui gagne. Okay. Merci Elvis, je vous reviens, le temps d'aller du côté de la régie, prendre cette légère transition. Et nous revenons ensuite dans ce studio pour poursuivre cette émission. Médiacratie sur les antennes de CAM10 TV. Merci de rester avec nous et de nous faire confiance. Le temps pour nous de recevoir le docteur Emmanuel Désiré Atangana, analyste politique, qui nous a rejoint aussi dans ce studio. Bonsoir docteur, bienvenue. Bonsoir à vous monsieur Serge Bontier, mes amis, amitiés à la charmante équipe qui nous accompagne ce soir. Je salue le panel aussi riche de Médiacratie. Je n'oublie pas de saluer les millions de téléspectateurs qui nous écoutent un peu partout dans le monde entier. Je vous accueille à l'arraché avec cette question. Nous sommes déjà en plein dans le débat avec nos téléspectateurs qui nous reçoivent à travers les 10 régions du Cameroun et ceux qui sont même au-delà, donc dans les pays africains. Merci de faire confiance à CAM10 TV. Votre émission Médiacratie, c'est un échange autour des questions sociales et même des questions politiques au Cameroun. Nous scrutons l'actualité dans ce pays pour vous la rapporter en tant que journaliste. Je vous pose la première question. Un remaniement ministériel attendu par le grand public depuis fort longtemps, pratiquement un an et poussière, au lendemain des élections déroulées dans ce pays. Les dernières en date, c'est les élections régionales. Pourquoi, à votre avis, le remaniement attendu, peut-être par les populations locales, il n'y a pas encore un grand changement depuis fort longtemps? La question est très bien posée et il faudrait donc s'interroger sur la nécessité et l'opportunité de ce réaménagement que d'aucuns attendraient et qui peut-être n'obéirait pas encore cahier de charge du chef de l'État. Vous savez que le réaménagement d'un gouvernement obéit à des logiques simples. La première logique, c'est celle de savoir si le gouvernement en place connaît encore l'assentiment de la population, pour dire si les populations se reconnaissent encore à travers ce gouvernement. Auquel cas, si ce n'est pas le cas, les autorités en charge de la gestion justement de l'appareil étatique peuvent donc justement décider de l'opportunité pour procéder à un réaménagement. La seconde alternative serait de savoir si les autorités, le gouvernement en place n'accuse pas déjà une certaine longévité au point où l'appareil
gouvernementale serait tout simplement pratiquerait une sorte de redondance dans la pratique administrative. On verra donc qu'il y aurait des rouleaux d'étranglement qui pourraient également amener les administrés à avoir marre de ce gouvernement et peut-être au moyen de la pression qui pourrait venir des pétitions demander justement au chef de l'État de pouvoir également procéder à un réaménagement. La troisième alternative peut être bien évidemment le manque de confiance que ce gouvernement aura ou aurait envers les représentants du peuple souverain et non pas les représentants souverains du peuple, c'est-à-dire le Parlement, au moyen justement la motion de censure et des questions de confiance. Donc qui pourrait justement aussi amener justement le chef de l'État à revisiter également l'idéologie qui a été prônée depuis son accession. Et il faut également ajouter à votre suite, je reste avec vous, que depuis le 4 janvier 2019, les grandes annonces qui ont été faites par le chef de l'État du Cameroun, on a également vu ce qu'il a indiqué concernant la Coupe d'Afrique des Nations de football. On a également entendu le chef de l'État s'exprimer sur les questions d'ordre politique de manière générale, mais parfois on n'a pas écouté cette critique assez forte dans différents départements ministériels pour indiquer qu'il y a des choses qui manquent. On n'a pas une sorte de bilan, même si ce n'est pas de manière profonde, mais qui est quand même des indicateurs qui révèlent que dans tel département, dans tel secteur, il y a quand même des manquements qui existent. Le chef de l'État a donné des statistiques en termes d'emploi jeune, il a donné des statistiques en termes de construction sur le plan national. D'ailleurs, le budget du Cameroun 2021 va s'asseoir sur les projets non encore achevés dans notre pays. Est-ce que ce n'est pas un signe indicateur? Il nous baigne pour les membres du gouvernement qui sont encore en place de penser qu'ils ont mérité la haute confiance du chef de l'État et qu'ils seront encore là pour fort longtemps. Et je chuterai donc justement avant de répondre à cette question par la quatrième alternative qui généralement se lie après les joutes électorales, c'est-à-dire après une élection fort courue, qu'on puisse constater que le parti proche du pouvoir ou la coalition venait à perdre justement la majorité au Parlement et justement à créer une sorte de confusion et pourquoi pas perdre également ce qu'on appelle aujourd'hui la légitimité auprès des populations. Quand on l'a dit, on comprend très vite que ces quatre conditions ne sont pas réunies pour convoquer justement, ou alors convoquer l'hypothèse d'un réaménagement ministériel. Ces quatre conditions ne sont pas réunies. Donc il reste tout simplement l'opportunité, c'est ça qui me permet de rejoindre ce que vous avez eu à dire, c'est-à-dire que quand on suit même le discours du chef de l'État, on ne va pas porter des critiques envers ce gouvernement en place. Ce qui sous-entend que s'il n'y a pas des dits explicites, le non-dit implicite quand même nous amène à comprendre que le chef de l'État fait davantage confiance à ce gouvernement qui est en place et que justement c'est lui qui dirige et que c'est lui qui se connaît, qui définit l'opportunité du réaménagement. Et rappelons quand même que ça ne fait que 2 ans et un mois que ce gouvernement est en place, parce que je pense qu'il a été mis en place en 2019, donc 2 mois, on ne peut pas réellement dire que ça fait longtemps et qu'il faut peut-être davantage donner la confiance à ce gouvernement et les moyens de sa politique pour que les ambitions que le chef de l'État a définies depuis 2018 puissent être atteintes. Mais maintenant, au côté de cela, nous savons que le chef de l'État, en 2018, lors de sa campagne, a demandé qu'on fasse davantage confiance à la jeunesse. On peut se saisir de ce discours justement laudateur pour penser qu'il va certainement, il pourrait s'appuyer sur ce discours pour apporter parfois un nouveau souffle à un gouvernement qui semblerait peut-être essoufflé. Donc en réalité, c'est le chef de l'État qui détient le cahier des charges et qui maîtrise l'opportunité et les moyens de la décision pour décider du jour ou alors du moment où il convoquera ce réaménagement ministériel. Merci, docteur Emmanuel Désiré Atangana. Depuis le 4 janvier 2019, le gouvernement est en place. Au lendemain des élections, notamment l'élection régionale du 6 décembre 2020, d'aucuns avaient pensé qu'il y aurait forcément un nouvel esprit, une nouvelle dynamique mise en place par le chef de l'État en vue de mener à bien certaines destinées. Peut-être, Fabien Sigana, peut-être on peut trouver la raison même du maintien de ce gouvernement en place au Cameroun par les grands enjeux qui attendent de notre pays, notamment la CAN 2021 et d'autres initiatives qui sont prises dans un contexte particulier de lutte contre le coronavirus avec une économie résiliente mais qui est bien entendu qui fait face à toutes ces difficultés liées justement à ce Covid-19. Est-ce que ce ne sont pas ces éléments-là qui motive le chef de l'État à maintenir son équipe et à se dire qu'il tient encore mieux le gouvernail
et que tout semble aller pour le mieux. Et si on s'arrête seulement sur la volonté de voir que la CAN 2021 est là, qui se jouera en janvier 2022 prochain, ça veut dire qu'on peut aller encore sur la base d'un an avec le gouvernement qui est en place. Oui, mais ça va à l'encontre de ce que vous-même vous avez dit au départ, là, que la plupart des ministres ne sont plus dans leur bureau. Donc s'ils ne sont plus dans leur bureau, à quoi ils servent alors aussi? Je ne vois pas à quoi ils servent. Et puis tout à l'heure, mon adversaire du RDPC, il a dit qu'ils ont gagné les élections, mais il faut savoir dans quelles conditions ils gagnent les élections. Parce que quand vous avez le sous-préfet, le préfet, le maire, tout le monde qui est RDPCiste, je vous prends mon cas, j'ai battu le record des candidatures rejetées. Parce que pour faire rien que l'extrait d'acte de naissance, il faut le faire par une autorité, c'est-à-dire le maire ou le sous-préfet. Le maire te dit, tu veux ma place, je ne te signe pas. Et puis il va dire, le sous-préfet te dit, je ne te signe pas. Tu lui demandes de signer la résidence. Il dit que non, monsieur, je sais que vous habitez à Yaoundé, vous n'habitez pas ici au village et tout ça là. Bon, évidemment, vous allez avoir 100%. Parce que vous arrangez à éjecter les gens qui sont capables d'être face à vous et de vous challenger. Bon, si vous êtes satisfait que vous avez gagné les élections, et c'est pour ça qu'on maintient des gens qui attendent des très hautes instructions. Et puis bon, quand on dit l'économie est résiliente, mais une économie qui est déjà endettée pour des projets non structurants, à près de 37-38% aujourd'hui, on dirait évidemment on n'a pas atteint. En tout cas, avec ces chiffres, si on va sur le PIB par exemple, le Cameroun, la dette est intérieure, interne du pays, on a plus de 9 600 milliards par là, oui. Ce qui fait pratiquement 44% du PIB. Mais le pire, c'est que ce sont des dettes qui sont remboursables par les impôts. Parce que théoriquement, on devrait emprunter pour des projets structurants, des projets qui sont capables de rembourser. Mais si on prend de l'argent pour payer les salaires et tout ça, là, cet argent-là, c'est toujours nous qui devons rembourser. On va rembourser ça comment? Donc c'est ça le problème des bourses. Ça donne l'impression qu'on a une économie résiliente parce qu'il y a toujours les salaires, il n'y a jamais d'arriérés de salaire et tout ça là. Mais c'est une fausse résilience. Parce qu'à un moment donné, il faudra payer cet argent-là. Il faudra le payer. Et tant qu'on ne fait que continuer à aller à la bourse et prendre de l'argent, et on fait que prendre de l'argent, d'autant plus que l'État on va atteindre un stade où on va atteindre un stade où on n'aura plus cette capacité-là. Donc maintenant, le président lui-même, il estime, il est là depuis 37 ans, 38 ans, bon, il sait quand il va changer, il dit, bon, toi tu as assez mangé, tu peux partir, et l'autre on le met. Parce que c'est comme ça que je conçois ça. Parce que tout ministre attend les instructions. Au lieu de suivre son cahier de charges, parce qu'il n'en a pas eu quand il a été nommé ministre. Merci, Président Fabien Asigana. Elvis Vogo, la question tourne autour du record de longévité du chef de l'État et puis aussi les membres du gouvernement. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de penser aujourd'hui qu'on va continuer avec LMM et que peut-être cette sérénité qui s'installe voudrait davantage que la confiance soit renforcée auprès de ces membres du gouvernement, mais sauf que la synergie d'action sur le plan gouvernemental, ça va un peu vers plusieurs points. Lorsqu'on regarde ces derniers temps les ministres qui réagissent aux affaires internes du Cameroun, parlant notamment du football, qui a le vent en poupe aujourd'hui, on a comme l'impression que le chef de gouvernement n'a pas trop la main mise sur ce qui se passe. Avant de poursuivre, je vais d'abord revenir sur les propos de M. Asigana que je trouve étonnant. Et parce que dans un premier temps, il a dit, dans sa prise de parole précédente, il a dit que si le président le nommait ministre, il ferait du bon travail et ceci et cela. C'est parce que j'ai dit. Bon, je lui demanderai qu'est-ce que tu attends de moi. Mais il fera le bon travail. C'est ça, fait le bon travail. Vous ferez de bon travail. Maintenant, dans notre temps, que chaque fois que le président nomme quelqu'un, c'est ça pour manger. Donc, ça veut dire que vous-même, de façon, s'il doit suivre votre pensée, ça signifie quoi? Que vous-même, si on doit vous nommer, c'est pour manger. Non, absolument pas. Non, c'est une manière de parler. Il faut bien qu'on soit clair. Qu'est-ce qu'on entend par manger? J'ai été clair en disant que, écoutez, j'ai été clair. Vous avez posé la question. J'ai été clair. En fait, c'était pas une question, c'était une question rhétorique. Il ne faut pas dire que c'était pas une question rhétorique. Donc, ça signifie donc... Permettez qu'il achève, président, vous aurez la parole. Donc, ça signifie donc que si vous considérez que vous pouvez être ministre pour ne pas être dans ce que vous appelez mangeoire, ne vous croyez pas exceptionnel parce qu'il y a plusieurs Camerounais qui sont comme vous et qui viennent pour un poste ministériel pour également suivre un cahier de charges et le mener à bien. Ils sont nombreux dans le gouvernement. Et vous les connaissez même d'ailleurs. Je ne les connais pas.
Faut arrêter de m'ajouter les mots. Je n'en connais aucun. Merci, peut-être le temps qu'il chute, Bisbogo. Docteur Emmanuel Désiré Tangana, ça fait une bataille de deux sur va-t-on rester, va-t-on pas rester, record de longévité, confiance, personne mise en place depuis fort longtemps, les batailles internes, même si elles ne sont pas très visibles ces batailles-là, mais il y a tout de même lieu de penser que on peut modifier, ne serait-ce que pour assurer l'opinion publique, ne serait-ce que pour indiquer au soir d'une élection comme celle, l'élection régionale du 6 décembre 2020 dernier, on devrait quand même avoir ressenti quelque chose de nouveau dans l'appareil gouvernemental, mais on est resté statique, on a maintenu les mêmes. Est-ce que le suspense qui est voulu par le chef de l'État, c'est lui qui décide à tout moment, est-ce que ce suspense-là ne cache pas d'autres actions antérieures? Est-ce que ce suspense ne voudrait pas davantage demander aux Camerounais de faire confiance à ce gouvernement qui devait travailler, même si d'aucuns pensent que les ministres, sans oublier les opérations compliquées, dangereuses, comme telle opération épervier sur la prévarication de la fortune publique, qui ne sont pas des opérations totalement endormies, tout est possible. Vous savez qu'il y a un célèbre président français, le général de Gaulle, qui avait une particularité, c'est qu'il vous permettait de signer votre lettre de démission le jour où il vous nommait. Donc ça lui permettait de vous démettre de vos fonctions de ministre à tout moment. Et justement, plusieurs ministres français ont eu à connaître un peu la stratégie du général de Gaulle. Et cette stratégie a permis à certains ministres de travailler. Parce qu'il faut d'abord noter une expression dans le vocable ministre. Ministre, je pense à une connotation latine qui signifie ministère et qui devient serviteur. Donc, à la réalité, le ministre doit se dire qu'il est le serviteur, d'un peuple. Tout simplement parce que quand on lit la Constitution camerounaise, nous notons qu'on parle de l'exécutif, que l'exécutif est bicéphale. En l'occurrence, le président de la République et le gouvernement. Et le gouvernement qui a la charge justement d'implémenter la politique générale que le chef de l'État définit en amont. Et ce gouvernement donc a certainement un cahier de charge qui est généralement défini par le chef de l'État après les joutes électorales telles qu'on l'a vu, c'est-à-dire en octobre 2018. Et après des joutes électorales comme également les élections régionales, municipales qui sont déroulées tout récemment, qui donne la possibilité au chef de l'État de jauger un peu le rapport de symétrie qui le lie à la population et pourquoi ne pas jauger son test de popularité envers les populations. Et s'il constate justement que ce rapport est un peu défavorable à sa ligne, à sa politique ou à son idéologie, il peut très vite réajuster donc, et procéder donc à des retours, c'est-à-dire des amendements à gauche et à droite. Et nous voyons donc que le réaménagement du chef de l'État a ceci de particulier qui commence généralement par les secrétaires d'État. Ensuite, ça monte par les secrétaires généraux et on atteint donc le sommet qui est justement les ministères. Si vous avez pu noter depuis près de 3 mois, vous verrez que depuis dès le bas, on voit qu'il y a des bouleversements au niveau de la haute sphère des administrations. Certains sont allés d'ailleurs à la retraite, d'autres ont été bougés au niveau du secrétariat d'État, comme secrétaire général de plusieurs départements ministériels. Et même l'année dernière, au niveau même des institutions universitaires, on a vu des bouleversements également. Donc il ne reste que l'épée, c'est-à-dire le sommet, qui est... Également dans les ministères, ça a également bougé. Comme aujourd'hui au ministère de la Défense, exactement. Il y a eu des mouvements. Vous avez vu des mouvements qui ne restent que, justement, que les chefs de département ministériels et pourquoi pas au niveau de la présidence. Nous disons qu'à la réalité, c'est le chef de l'État qui détient, qui définit le moment, c'est-à-dire l'opportunité de l'action. Et au regard de cette possibilité qu'il a ou de ce privilège que lui confère la Constitution et les lois camerounaises, il a donc qualité justement pour pouvoir procéder au remaniement ministériel quand il le veut et lorsqu'il constate qu'il y a la nécessité. Dans le cas d'espèce, est-ce qu'on peut réellement dire qu'il y a une nécessité ou alors qu'il y a urgence à procéder à un remaniement? Nous disons que au regard de tout ce qu'il y a comme cahier de charge, vous-même vous avez convoqué l'échéance de la CAN de 2021. Nous voyons qu'aujourd'hui nous sommes en pleine crise, en pleine crise sanitaire avec la pandémie du Covid-19. Nous voyons même que nous sommes en pleine crise sécuritaire, les régions du nord ou du sud-ouest et même des mouvements, des bandes armées du côté de l'extrême nord, ainsi de suite, et que finalement on a l'impression que le peuple camerounais fait quand même chorus derrière, qu'il le veut ou pas, derrière ce gouvernement. On se dit que l'implicite, le non-dit,
ce qu'on appelle le non-dit implicite du chef de l'État, peut donner raison à ceux qui pensent qu'il a donné une onction à ce gouvernement de rester encore. C'est-à-dire qu'il a fait confiance à ce gouvernement. Mais nous osons croire justement que tout ce qui se passe, que ce soit des querelles, des batailles qui opposent la FECAFOOT ou à la FECAFOOT encore, c'est-à-dire FECAFOOT et FECAFOOT, pour ne pas dire FECAFOOT, le football de FECAFOOT, et les autres querelles également que nous voyons à gauche et à droite, on peut dire que ces soubresauts peuvent amener le chef de l'État à procéder à un remaniement ministériel. Mais c'est lui qui détient l'opportunité. Et si vous en parlez certainement, c'est parce qu'il y a certainement urgence à la demeure. Et comme il détient donc justement l'opportunité, étant donc justement le chef de l'État, il va donc agir comme Machiavel. Rappelez-vous que pour ceux qui le connaissent, il se rappelle de l'un de ses amis qui avait joué le Songo avec lui à 14h et à 17h30. C'est sa femme qui lui fait savoir que vous n'êtes plus ministre de la République. Il venait juste de se séparer de lui, de prendre congé de lui, de vraiment quand il était juste en Balmayo. Il n'arrivait même pas encore à Yaoundé. Donc vous imaginez donc cela. Alors le chef de l'État qui détient justement le calendrier, c'est lui qui maîtrise, qui a la boussole. On se dit qu'il saura donc justement jauger l'opportunité et juger du moment opportun pour procéder à ce réaménagement ministériel. Mais pour ceux qui sont encore en place, c'est ce qui est le plus important, ils ne devraient pas dormir sur leur laurier. C'est-à-dire, s'ils sont en place, il ne faut pas qu'ils aillent attendre le remaniement dans leur maison. Ils devraient davantage travailler, éluder, c'est-à-dire vider le contentieux ou alors les problèmes qu'ils ont sur leur table afin de pouvoir servir davantage la nation camerounaise. Parce qu'on l'a dit dès l'entame de nos propos, être ministre, être serviteur de la nation. Il ne faudrait pas qu'ils se disent qu'ils sont serviteurs pour avoir l'appétit, pour le gâteau, manger un peu ou alors manger tout. Donc, c'est un peu comme le monsieur RDPC l'a dit, être ministre, c'est serviteur de la nation. Et quand on est serviteur de la nation, on devient tout simplement le plus petit des demandes dans la chaîne. Mais malheureusement, on a parfois l'impression que les ministres africains, pas pour citer un pays, un État en Afrique centrale, les ministres africains, j'ai dit en Afrique, tiennent davantage, prennent davantage de considération au maintien de leur position de pouvoir qu'au service. Et c'est peut-être pour ça que d'aucuns, à l'approche, ou alors dès qu'ils entendent seulement qu'il y aurait remaniement, s'en vont voir soit marabout. Rappelez-vous qu'il y en a certains. Là-bas, c'est un autre pan. Oui, oui, oui. Certains vont chez eux. On a eu vent à une époque qu'il y a des ministres qui se couchaient et puis des individus leur montaient dessus. Exactement. Et avec des incantations. Tout ceci pour rester dans le gouvernement de la République. Quand vous suivez le chant d'un célèbre musicien ivoirien, Soumbil, Monsieur le Président, j'ai mangé avec le photo, j'ai dîné avec ça. Ne m'oubliez pas, Monsieur le Président. Il parle d'un ministre en fonction qui fait des incantations devant la photo du chef de l'État parce qu'il a peur d'un réaménagement ministériel. Et il lui fait savoir au chef de l'État qu'il ne doit pas oublier tout ce qu'il a fait pour lui, qu'il a dormi avec sa photo. Voici ce que le musicien dit. Que le ministre rappelle au chef de l'État qu'il a dormi avec sa photo, qu'il mangeait avec sa photo, mais est-ce que ce ministre travaillait pour la nation, pour l'État? La question est posée. Faire du travail, non pas pour être vu par le chef de l'État, c'est très important d'être bien coté par le supérieur hiérarchique, mais l'avantage, faire du travail et avoir la pleine conscience qu'on a fait tout ce qu'il fallait faire. Exactement. Pour que la nation soit servie. C'est ce qui est le plus important. Malheureusement, nous déplorons cet aspect des choses en Afrique où plusieurs à peine nommé ministre roule carrosse. Et vous, comment voulez-vous ça donc très difficile. Que la population ne puisse pas... Et puis la déclaration des biens, l'article 66 de la loi fondamentale qui n'est pas totalement respectée. En tout cas, Fabien Asigana, on sort de ce sujet. C'est vrai que l'analyse qui a été faite par Dr Emmanuel Désiré Atangana est assez profonde. Sortir de cette question, est-ce que le remaniement en lui, en ce temps, est-ce qu'il est opportun? Est-ce que doit-on se contenter de rester ministre? Ou alors, pour ceux qui ne sont plus totalement dans leur bureau, ont-ils raison d'avoir peur? Non, le docteur a fait une très bonne analyse. Normalement, ceux qui sont là doivent avoir peur parce qu'ils sont allés à la mangeoire. Il est normal que tu aies peur quand on va te dégager. Mais maintenant, comme on a dit, il est du ressort du président de la République de prendre des décisions et de remanier quand il veut ou de ne même pas remanier. On peut rester là. Après les législatives municipales dernièrement, l'année passée, on était sûr qu'il y a un remaniement, il n'y a pas eu de remaniement. Après les régionales, on était sûr qu'il y a un remaniement, il n'y en a pas eu. Maintenant, avec la CAN qui arrive et tout ça, là, bon, changer de ministre parce qu'il y a la CAN, moi je ne vois pas en quoi le départ des ministres peut gêner la CAN. On a bien changé Vidunkwat,
qui était là entre les deux camps. C'est vrai, c'est pas vraiment la Mais il est resté dans le gouvernement. Non, mais je veux dire que le rôle qu'il avait au niveau du ministère des Sports, on l'a bien enlevé. Bon, on l'a mis ailleurs, mais on l'a enlevé. Il n'était plus là. Et ça n'a pas gêné les sports et tout ce que vous voulez, à part des En tout cas, l'administration publique, c'est la continuité. C'est la continuité. Il n'y a pas le de sécurité que si un ministre s'en va. Un ministre peut aussi provoquer le réaménagement en démissionnant. Oui. Ils peuvent le Tout faire est possible. C'est ça. Elvis Vogo, pour sortir de la question. Pour sortir, je vais juste revenir sur ce que j'ai dit au départ et qui a été repris par le docteur. C'est quoi? C'est que le gouvernement est en pleine mutation en pleine mutation de façon perpétuelle, avec des ajustements qui se font au sein des ministères. Parce que le ministre, c'est celui qui a la charge du programme, de la vision du ministère dont il a la tête. Mais à l'intérieur, ce sont des individus qui sont à plusieurs postes stratégiques, qui sont la cheville ouvrière à ce niveau-là. Et on sait depuis qu'il y a des remaniements, des touches qui sont faites dans les ministères. Donc, ce qui fait que l'image que les gens pourraient croire qu'il y a un certain statu quo, cette image-là est fausse. Ça bouge de l'intérieur, ça bouillonne. Maintenant, comme on a dit, si les gens veulent maintenant absolument, pour moi, c'est plus des personnes qui sont à la recherche de peut-être d'une médiatique ou bien de juste un coup de spectacle, qui sont maintenant à la quête, à l'attente d'un changement de ministre. C'est eux qui sont justement c'est plus pour le spectacle pour moi, parce que en matière d'action gouvernementale, pour le moment, l'État est en pleine action, est en plein travail. Et non seulement ça, le gouvernement est consolidé, a été conforté dans sa position au travers des différentes échéances électorales qui l'ont précédé. Donc, au vu de cela, il n'y a pas une urgence. Maintenant, le président de la République étant le maître du jeu, peut décider de changer les choses. Et tout est possible. En tout cas, on reste sur Cam10 TV avec un œil sur l'actualité. On va parler, juste une petite parenthèse du sport football. C'est pas un débat, c'est juste une information qu'on vous donne. Le Cameroun mène donc dans le cadre de cette Coupe d'Afrique des Nations de football de moins de 20 ans, 1-0 face au Ghana. C'est une passe de Eto'o. But de Bila, voilà, donc la coordination des deux footballeurs avant-centre de l'équipe des moins de 20 ans du Cameroun se passe très bien, ça rappelle la belle époque, mais sauf que la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que ceux-là ont réussi quand même à laisser leur progéniture pour la continuité. Peut-être ils iront à jouer même pour les moins de 23 ans, parce qu'on attend toujours une meilleure compétition de ce côté. Merci madame de rester sur Cam10 TV, merci chers panélistes. On évolue avec la décentralisation au Cameroun, c'est la deuxième thématique de ce soir. Est-ce que quelque chose a fondamentalement changé depuis la mise en place de ces décentralisations au Cameroun? Est-ce que le transfert de compétences est effectif? Est-ce que dans les collectivités territoriales, on a véritablement respecté le besoin des populations locales en termes d'appui, mais aussi en termes de continuité sur les projets sociaux? J'en viens à vous, docteur Emmanuel Désiré Atangana, sur la question de la décentralisation au Cameroun après la mise en place des régions dans notre pays. Est-ce que vous avez le sentiment que finalement tout est mis en place au Cameroun pour que tout se passe dans de très bonnes conditions malgré les questions sécuritaires qui se posent dans notre pays? Non, il faut noter quelque chose de pertinent et de fondamental, c'est que la décentralisation est un processus dynamique, donc on n'a jamais atteint la dimension la plus absolue dans la construction d'un État décentralisé. C'est un processus qui implique beaucoup plus la synergie des efforts, la concentration justement des énergies centripètes et centrifuges. Quand on le dit, on se dit qu'entre 1996, date à laquelle on a consacré, l'année à laquelle on a consacré la décentralisation, et 2021, il y a quand même eu assez de temps pour pouvoir, ne serait-ce que de manière somptuaire, faire une image ou alors un dessin sur ce projet qui est pourtant assez salué par la classe politique camerounaise. Les élections régionales de décembre passé et bien évidemment l'érection de la mutation des communautés urbaines en communes de ville avec comme pour critère l'avènement d'une approche démocratique locale, c'est-à-dire en mettant l'accent sur l'élection des exécutifs des communes, des villes, amène quand même le citoyen camerounais à penser qu'il y a eu des réelles avancées, pas forcément des révolutions, mais des réelles avancées. Et la pertinence du Code général des collectivités locales, qui quand même aussi devient le cadre juridique dans lequel on doit
s'abreuver, s'appuyer pour pouvoir penser la décentralisation et à toucher justement le rapport qui lie les collectivités locales, c'est-à-dire les populations à l'administration, qu'elle soit locale ou centrale, amène à croire que, ne serait-ce que dans cette dynamique de la construction d'un cadre juridique, la décentralisation, le modèle de décentralisation tel qu'il a été conçu en 1996, connaît de réelles avancées. Maintenant, avec la mise sur pied également de certaines institutions comme la NASLA, qui aujourd'hui peut former des administrateurs de collectivités locales aussi, nous amène aussi à croire qu'au-delà de la norme, les gouvernants camerounais ont pensé également aux institutions pour accompagner justement les exécutifs locaux dans cette dynamique de pouvoir justement construire avec l'État du Cameroun, alors accentuer le processus de décentralisation. Mais toutefois, lorsqu'on l'a dit, on constate qu'il y a quand même des goulots d'étranglement qui restent encore. La preuve, le citoyen lambda s'offusque quand même du fait de voir quand même un président du conseil régional être un président du conseil régional être adoubé par son vis-à-vis qui n'est autre que le président le gouverneur de région. Vous voyez que ça fait quand même problème. On se dit, est-ce que la circonscription... Et d'autant plus qu'on sait qu'il faudra que ces présidents de région retournent à l'école de la décentralisation. Exactement. Parce que sur les 10, il y en a à peine 2 qui ont été anciens gestionnaires des communes, des collectivités territoriales décentralisées, c'est-à-dire anciens maires. Cela pose quand même un problème. Et l'absence également d'une fonction publique locale aujourd'hui crée également un fossé. Vous voyez, lorsqu'on voit quand même que c'est le principal animateur des collectivités locales, en l'occurrence le secrétaire de région ou de mairie, que cet principal animateur reste encore nommé par le pouvoir central, ça crée quand même forcément un problème. Alors, quand on parle de transfert de compétences, on se dit quand même que l'État afin de donner de la main droite ce qui retire de la main gauche. Donc, mais comme il y a un principe, c'est que la liberté est une perpétuelle conquête et reconquête, on demande donc justement aux exécutifs locaux de faire davantage plus d'efforts pour que l'État puisse se rendre compte que des moyens qui ont été mis en œuvre permettent déjà aux exécutifs locaux de travailler pour que la décentralisation soit effective. Vous comprendrez donc qu'en réalité, quand on parle de décentralisation au Cameroun, cela suscite justement que l'on puisse parler des efforts conjoints et des populations, c'est-à-dire les masses à la base, des exécutifs locaux qui doivent impulser la décentralisation et à la fin l'État justement qui doit concevoir le modèle et certainement ouvrir des brèches pour que les exécutifs locaux puissent justement au travers de la coopération décentralisée, soit par là qui est consacrée aussi bien dans le code général des collectivités locales, pour que ces collectivités locales puissent justement avec l'État impulser la dynamique de développement de l'État et surtout respecter la forme de l'État qui est l'État unitaire décentralisé. Le principe c'est qu'il n'y a pas de décentralisation au-delà des textes et la tutelle aussi qui a été amoindrie. La tutelle a été véritablement amoindrie. On va essayer de comprendre si dans ce principe de l'égalité. Peut-être Fabien Sigana peut avoir une autre réaction qui soit un peu différente parce que d'aucuns estiment que c'est vrai que l'État ne peut pas totalement tout lâcher. Il n'y a que ce sont des fortunes qui sont appelées à être gérées par ces responsables des collectivités. Fabien Sigana, est-ce que le fait de maintenir le pouvoir central, ou alors peut-être si le pouvoir central a un droit de regard, est-ce que cela ne freine pas l'idée selon laquelle la décentralisation voudrait prôner une certaine autonomie de la part de ces collectivités territoriales? Par exemple, dans les communes, on a toujours le préfet qui valide le budget de ces communes-là afin qu'il soit mis à exécution. Est-ce que toutes ces barrières, tous ces paramètres mis ensemble ne freinent pas l'idée centrale qui voudrait une décentralisation assez ouverte et qui permettrait aux responsables de ces collectivités d'évoluer? Est-ce que le fait que l'État central soit encore là n'est pas une sorte de barrière pour permettre à ce que ces responsables évoluent en toute liberté, en toute transparence? Oui, mais je trouve que... Oui, c'est vrai qu'il y a... Mais il y a du bon, parce que l'État ne peut pas abandonner les municipalités ou bien les régions comme ça. Comme vous avez dit, il n'y a que 2 qui sont formés. Il ne peut pas abandonner, ça c'est normal. Mais il y a aussi le fait que vous venez de citer le préfet qui doit être assis au conseil communal pour valider le budget. Ça ne devrait pas être. Ça ne devrait pas être. Moi, même si je suis maire, je dis à monsieur le préfet, vous avez le droit de mettre des maîtres comme maire, mais vous ne pouvez pas décider du budget.
Parce que les gens confondent, et ça c'est aussi le problème des municipalités aujourd'hui. Les gens croient toujours que pour fonctionner, parce que moi je travaille beaucoup avec les nouveaux maires, c'est-à-dire apprendre les maires à se développer eux-mêmes, au lieu d'attendre le budget, les bras croisés, qu'il n'y a encore rien là, il n'y a encore rien là, il n'y a encore rien. Vous pouvez vous créer de l'argent. Et je suis en train de... J'ai un projet personnel. Ça, c'est dans mes affaires, pas homme de politique, où je suis en train de travailler avec plusieurs mairies pour leur montrer comment eux-mêmes ils peuvent gagner de l'argent. C'est-à-dire les communes, pas le maire. Je veux dire, la commune peut se faire de l'argent et la loi lui permet ça. Et cet argent-là, le gouvernement central n'a rien à voir là-dedans. Vous pouvez gérer ça autant que vous voulez, vous ne répondez que du conseil municipal. Au niveau des centimes additionnels communaux, est-ce que ce n'est pas par là la niche et qui permet d'avoir un peu plus de moyens? Non, les centimes additionnels, ça c'est l'État. C'est l'État ça vient de l'État. Mais vous-même, vous pouvez... Je prends un petit exemple. Il y a certaines mairies où on s'est rendu compte que, avec qui je travaille en ce moment, qu'il y a, par exemple, des chutes qui peuvent avoir eux-mêmes, c'est-à-dire produire l'électricité. C'est vrai que la loi aujourd'hui dit que même si vous produisez l'électricité, vous devez revendre à Eneo. Mais ça vous fait, si vous produisez 1 MW, 1,5 MW ou jusqu'à 2 MW, vous avez plus d'1 milliard qui rentre dans les caisses et qui ne vient pas de l'argent de l'État. Et l'argent est là, il y a des organismes qui donnent de l'argent. Le seul petit problème où je leur dis que là maintenant il faut, quand on a parlé de l'emprunt, c'est-à-dire sur des projets structurants, là maintenant au lieu d'aller emprunter de l'argent au FEICOM, pour construire une mairie qui ne rapporte rien du tout, mais emprunter de l'argent pour faire les études de faisabilité. Et quand vous finissez les études de faisabilité, aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a plus de 20 milliards qui sont au Cameroun pour les projets d'énergie renouvelable. Et c'est là. Mais il faut que le projet soit mature. Donc il y a beaucoup d'aspects où les communes et les régions peuvent se faire de l'argent, beaucoup d'aspects. Je leur ai défini plusieurs avec ceux que je travaille, qui sont en train de dire, mais on peut faire de l'argent, on n'aura même plus besoin de l'argent de l'État. Donc je pense que le problème est des deux côtés. D'un côté, il y a l'État qui a des abus, tels que le sous-préfet. Le préfet n'a rien à voir. Mais par contre, quand le gouverneur vient, parce que le gouverneur a deux têtes, le gouverneur, il est administratif, c'est-à-dire il dépend de son ministère, l'administration territoriale et tout. Ça, c'est le côté administratif de sa position. Mais il a aussi une position politique. Ça veut dire qu'il représente l'État du Cameroun, en fait, le chef de l'État. Ça veut dire que quand il vient pour, comment on appelle, pour mettre en place le budget, c'est-à-dire qu'il vient le valider. Non, pas le budget, je parle du gouverneur. Du gouverneur, il vient en tant que monsieur le président de la République, parce qu'il représente l'État. Et dans ces conditions, comment ça va se passer avec le président de région? Les deux iront, ils vont... si c'est que dans l'autre protocole, forcément, peut-être le gouverneur sera devant, le président de la région sera derrière. Quelle lumière peut-on faire à ce niveau? Non, le gouverneur, disons, peut-être s'il y a le défilé, le gouverneur est en tête, parce que le gouverneur, il est là en tant que chef de l'État. Il représente le chef de l'État, il est le représentant personnel du président de la République. Mais que fait-on de la décentralisation finalement? Justement, il y a cette confusion-là. Ça veut dire que peut-être qu'il faut changer de titre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. C'est-à-dire le gouverneur, comment on l'appelle, le gouverneur administratif. Non, il faut créer un autre poste, il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Mais ça crée une petite confusion. Mais le gouverneur a deux têtes. Il est administratif, c'est-à-dire il représente l'administration territoriale, mais il est aussi politique. C'est-à-dire qu'il représente l'État du Cameroun dans la région. Merci. Les Lions indomptables du Cameroun des moins de 20 ans sont en difficulté. Donc les prolongations, on va passer à la phase des tirs au but avec naturellement le score de 1 but partout pour cette CAN-là. Donc est-ce qu'on ira en finale? On attend bel et bien, si tout se passe dans de bonnes conditions, on aura l'occasion de savoir qui est qualifié à cette occasion. On revient sur la décentralisation au Cameroun. Elvis Vogo, ça semble être bien difficile. Hein? Peut-être c'est une pilule amère à avaler pour certaines formations politiques qui sont très averties sur la question. Mais pourquoi maintenir cette épée de Damoclès sur les têtes des régions? C'est-à-dire que les présidents des régions, les collectivités territoriales décentralisées, on a comme l'impression, comme on dit dans la tradition, qu'on a donné la chèvre et on a retenu la corde. Il n'y a pas d'épée de Damoclès. La région reste, le président de la région, en tant que collectivité territoriale décentralisée, reste une partie de l'État. Ce n'est pas hors de l'État. C'est dans l'État. Donc il n'y a pas d'épée de Damoclès là-dessus. L'État reste présent. Je vais essayer de faire une explication. Elle est simplifiée, elle est un peu simpliste, mais c'est juste pour essayer d'édifier un peu les téléspectateurs qui nous suivent sur cette question. Vous voyez, quand vous avez
Nous avons tout ça. Nous avons le bailleur et le locataire d'une maison. Le bailleur est propriétaire de la maison. Mais quand le locataire vient prendre la maison, lui également, il se définit comme propriétaire de cette maison à un moment. Il se définit comme propriétaire de la maison. Même si le bailleur, en tant que c'est lui le propriétaire de l'aire géographique des bâtiments, il n'a pas le droit de s'immiscer maintenant dans la gestion, comment le locataire aménage l'intérieur de sa maison. Tel le préfet qui donc, le budget. Donc, aménage l'intérieur de sa maison. Parce que notre condition de vie, avant de poursuivre, c'est que si le budget n'est pas validé, on ne peut pas l'exécuter. Hein? Non, il y a maintenant, c'est ça justement que je veux dire, il y a une autre chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Le budget des collectivités territoriales également impacte sur le budget de l'État dans son ensemble quelque part. Donc il y a une corrélation. Donc vous ne pourrez pas faire, vous, seul dans votre coin, décider d'un certain budget qui à un moment peut créer un déséquilibre au niveau du budget de l'État. Donc il y a peu importe qu'on ait essayé de cloisonner, il y a des courroies de transmission entre les collectivités territoriales et l'État qui restent toujours mais là, si vous dans des donnez parois. 2 secondes, Oui. ça c'était dans le cadre où tout le monde attendait que les centimes additionnels. Maintenant, une collectivité décentralisée aujourd'hui, elle est capable, comme je l'ai dit tout à l'heure, de se faire son argent. Et l'État n'a rien à voir dedans, je veux dire l'État central. Non, à ce niveau, on encourage même ces collectivités à développer justement ce génie pour créer de nouvelles sources. Mais à partir du moment où tout ça, c'est qu'elle pourra produire, et qu'il y aura toujours l'apport de l'État, parce qu'on ne se mente pas, d'une façon ou d'une autre, l'État devra toujours intervenir, parce que l'État investit, donne des budgets d'investissement dans toutes ces collectivités. Donc, il va falloir que, peu importe votre budget, que vous ayez élaboré vos prévisions de pouvoir gagner de l'argent d'une façon autre, de façon autonome, il y a toujours une part des revenus de l'État qui viendra, ce qui fait qu'à un moment... Mais l'État devrait se concentrer tout simplement au contrôle de l'argent qu'il a déversé, c'est tout. Peut-être que, comme on a dit, je ne vais pas entrer dans les détails, de cette histoire, mais comme on a dit, la décentralisation est un processus qui ira vers l'avant. Donc, les quêtes des libertés, sont permanentes. Le code général, comme il est là, n'est pas un don. Ça peut être revu à un moment ou à un autre. Mais tel qu'il est produit actuellement, il donne une certaine autonomie, il donne un désengagement, il démontre un désengagement de l'État sur certains points pour permettre aux collectivités locales de pouvoir s'intéresser de plus près aux besoins des populations. Donc, à ce niveau, je ne pense pas que... Je suis totalement contre ceux qui ont cet adage qui dit, selon lequel on a donné la chèvre, on a retenu la corde. Non. Et si on veut continuer sur la blague des adages, je dirais que si on lâche la corde, si on continue sur la blague des adages, si on lâche la corde avant que tu ne prennes la chèvre s'enfuit, on fait comment? Non, mais c'est un point parce qu'en fait, parlant de décentralisation, ça suppose qu'on met en place une certaine autonomie et que les collectivités territoriales en elles-mêmes pourraient gérer, parce qu'il est question de l'argent public. Peut-être on peut encore comprendre que l'État... Mais finalement, ce n'est pas les enfants qui vont gérer ces collectivités territoriales. On a besoin de transfert. Et puis, on a écouté à l'Assemblée nationale au niveau du budget, lorsqu'on écoutait le ministre des Finances, Paul Motazé, qui estimait d'ailleurs que le transfert sera effectif en fonction des ressources de l'État, parce que l'État n'a pas cet argent dans ses caisses. Il est question de transférer 15% aux collectivités territoriales décentralisées du budget. Avant, c'était 5%. Avant même les 5%, on est passé à 7%. 7%, on est passé à 15%. On a écouté aussi sur la même question l'honorable Cabral Libi qui, lui, semblait donner l'impression qu'on n'avait presque rien transféré, qu'on est resté dans les anciens chiffres de l'année dernière et que ça devait être un problème si jamais on n'avait pas remis totalement ce qu'il y avait à remettre aux collectivités territoriales concernant le budget. Maintenant, il veut encore que l'État... Est-ce qu'il n'est pas dans son bon droit quand il le dit? Il est dans son bon droit, mais il a tort. Il est dans son bon droit, il est député. Mais il a tort, je ne suis pas d'accord avec lui. Moi, je trouve même dans les grands pays, c'est peut-être 2 ou 3%. 2 ou 3%. Chaque État aux États-Unis
Moi, j'ai fait 15 ans là-bas. Chaque État a son, ça dit, crée son argent, a ses propres revenus. Il n'y a aucun gouverneur, je veux dire, quelqu'un de l'État central. Est-ce que notre problème n'est pas aussi la traçabilité dans ces ressources qui sont... Ils ont un droit, je suis d'accord pour le droit de contrôle. Je vous ai donné tant que vous avez fait quoi de ça. Est-ce que vous avez respecté pourquoi l'argent a été destiné? Ils ont ce droit-là. Il y a il y a le consuper, il y a tout ça qui peuvent venir contrôler. On n'a pas besoin d'un sous-préfet qui n'a aucune qualification intellectuelle pour le faire, sauf si peut-être dans sa formation personnelle, il l'avait. C'est possible. Mais le sous-préfet peut contrôler sur la base des pièces comptables. En tant que sous-préfet, il n'a aucune qualification. Peut-être les pièces comptables. Il y a des techniciens qui travaillent. Il y a un technicien. Nous disons, voilà, pour sortir, en une minute. Nous sortons là, nous disons ceci, que l'article 55 de la Constitution camerounaise consacre la libre administration des collectivités locales. Et quand on le dit, on convoque davantage l'autonomie administrative et financière des collectivités locales en question. Autonomie administrative suppose justement ce que le président du Maroc était en train de dire, que les exécutifs locaux soient au moins libres. Et au plan administratif, qu'on puisse également avoir des organes compétents qui peuvent gérer de manière autonome les affaires de la localité. Mais lorsqu'il y a un droit de regard assez poussé, accentué, on a l'impression que c'est plutôt l'État central qui se reverse encore au niveau de la collectivité locale. Nous disons que oui, qu'il faudrait justement qu'il y ait toujours un travail assez poussé, c'est-à-dire qu'il y ait des vases communicants entre l'État central et les collectivités locales, parce que nous demeurons dans une forme, dans la logique d'un État unitaire. L'État unité décentralisé voudrait que les entités locales puissent obéir à la logique de la forme de l'État et bien évidemment que le budget, tel que le président de RDPC le dit, soit le budget des collectivités locales soit conforme ou alors cadre avec les objectifs, les grandes orientations du budget national, pour qu'il n'y ait pas justement de dérives à la question. Mais la question est de savoir pourquoi est-ce qu'on ne met pas sur pied une fonction publique locale et on maintient toujours au niveau du secrétaire général de la région, du secrétaire général de la commune, ce monsieur-là, alors que c'est lui le principal, le poumon central dans la collectivité locale, et même également le trésorier payeur, qui est également les deux maillons. Pourquoi est-ce qu'on les maintient et comment est-ce qu'une collectivité peut être autonome si celui qui gère les finances sort de quelque part et celui qui est le principal animateur administratif sort de quelque part? Vous voyez la réalité que l'État faut nous donner à gauche et retirer à droite. Exactement. Moi j'avais même proposé, ce qui n'est pas assez, moi j'avais proposé, disons en tant que parti politique, j'ai proposé que l'État central doit assister les collectivités territoriales avec les fonctionnaires qui payent pendant peut-être les 5 premières années pour que les gars s'habillent. Mais c'est eux qui, je veux dire, c'est les collectivités qui viennent embaucher au niveau des fonctionnaires de l'administration centrale, et c'est eux qui les choisissent par rapport à leurs besoins, mais l'État les accompagne en payant leur salaire tout au moins les 5 premières années, comme la décentralisation est en train de se lancer, ou les 10 premières années, et après maintenant, elles doivent elles-mêmes prendre en charge leurs fonctionnaires et embaucher et payer leurs propres fonctionnaires. Ça, c'est une assistance que l'État peut faire. Au lieu de nommer les gens qui viennent de Yaoundé, qui viennent donner les ordres, ils ne savent même pas. Et puis c'est pour cela que on l'a déjà affecté en vous aurez du mal à voir comment on l'appelle, le secrétaire général de mairie respecter les directives du maire. Il ne respecte pas. Puisqu'il sait qu'il n'est pas son supérieur hiérarchique. Oui. Il y a encore des zones d'ombre qui persistent, hein, Elvis. Mais néanmoins, il faudra reconnaître ceci, c'est quoi? C'est que nous sommes dans un processus assez nouveau. Mais il va falloir, qu'on ne se mente pas, il faut être réaliste. Pour empêcher de tomber dans les dérives, soyons réalistes, on se doit de mettre dans un premier temps des garde-fous. Donc ne nous leurrons pas dans cette envie de liberté absolue qui va à un moment ressembler à du libertinage. L'État se doit d'être consciencieux dans ce qu'il fait. Le processus est nouveau. Vous remarquez que la plupart de toutes les personnes qui ont été élues au niveau des régions vont découvrir une forme de fonctionnement qu'elles ne connaissaient pas. Toutes sont en train d'aller même encore à l'école aujourd'hui. Oui, mais n'oubliez Attendez, pas. je termine. Oui. Toutes sont encore aujourd'hui aller à l'école pour essayer de s'aguerrir et de se former. Dans un premier temps, il est indispensable qu'il y ait une assistance poussée de l'État. Maintenant, comme on a dit, il y a toujours une évolution
dans tout système est évolutif. Il n'y a pas de système figé. Prenons d'abord ce que nous avons là, voyons les résultats, ce que nos élus vont nous proposer. Ensuite, sur la base de ce qu'ils auront proposé, ils pourront maintenant revendiquer un peu plus. Et ça, c'est maintenant un jeu de discussion, de négociation avec le pouvoir central qui est ouvert toujours à toute négociation. Oui, mais on ne peut pas s'empêcher de critiquer même ce qu'il y a là aujourd'hui, qu'il y a des problèmes. Vous critiquez... Mais l'État maintenant ce que l'État doit faire au lieu de combattre les critiques, c'est récupérer les critiques et voir qu'est-ce qui peut être fait même dès maintenant. Par exemple, aujourd'hui, là, un préfet ne devrait plus siéger au conseil communal. Exactement. Voilà déjà quelque chose. Le nouveau code général les communes existent depuis, c'est les régions qui sont nouvelles. C'est au travers des orientations des grands panélistes qui, quand même, fustigeaient la nomination du délégué du gouvernement près de la communauté urbaine. Maintenant, on a tenu en compte qu'il fallait plutôt élire un délégué du gouvernement. On est passé de la phase autoritaire à la décentralisation pour une dynamique beaucoup plus démocratique. Donc, c'est une avancée. Donc, la critique à moi, si on est en face, n'est pas forcément mauvaise. C'est déjà comme ça. Constructive. Il faut qu'on accepte. Ça, nous sommes dans une démocratie. On prend ce qui n'est pas mauvais, on jette ce qui est mauvais, on récupère ce qui est bon et on construit tout simplement. Donc, ce sont des propositions. Quand vous allez, par exemple, en France, vous verrez, et je vous rejoins, justement, prenez par exemple l'ENA. L'ENA, c'est au moins deux orientations administratives. Il y a d'un côté des cadres de la mission centrale et d'autre des cadres des collectivités locales qui sont formés dans la même enceinte. Vous voyez le président Hollande, il est sorti de l'ENA, mais avec pour orientation d'être cadre des collectivités locales. C'est pour cela qu'il a été président de sa région avant d'être président de la République. Or, au Cameroun, on devait d'abord président de la région pour aller à l'école, avant d'aller on part à l'école après, pour aller s'imprégner des meilleurs de la décentralisation. Vous voyez qu'il y a vraiment de sérieux problèmes à ce niveau. La base, c'est pour ça qu'il faut des technocrates, comme vous étiez en train de dire avec l'administration, il faut donc des personnes qui maîtrisent le modèle de développement de la décentralisation tel que le chef de l'État l'a pensé, c'est-à-dire il faut des cadres, et il y en a déjà, qu'on les mette sur pied, qui travaillent davantage et qu'on permette qu'il y ait une fonction publique locale. Nous incitons là-dessus. Merci, cher panéliste. Malheureusement, nous avons au terme de cette émission. Est évidemment prévue. Elvis, merci d'avoir été là. Elvis Vogo du comité central du RDPC. Merci au docteur Emmanuel Désiré Tangana pour cette émission ce soir. Le président du mouvement républicain, Fabien Asigana, merci d'avoir choisi de passer ces moments exceptionnels avec Amnesty TV dans le cadre de cet échange ce soir. Mesdames, Messieurs, infiniment merci pour votre marque de fidélité à nos programmes. On espère vous retrouver demain à 18h30 avec d'autres invités. Demain, nous parlerons de la presse. Est-ce qu'elle a bonne presse dans notre pays, le Cameroun? Et on abordera d'autres questions de mœurs, notamment l'homosexualité. Doit-on dépénaliser ou pas? La question sera au centre de l'émission demain soir. Bonsoir sur Amnesty TV et à demain.